Sur cette île dotée d'une exceptionnelle diversité de paysages, l'eau des volcans et des ravines a fertilisé une étroite bande côtière. L'île de la Réunion n'est habitée que depuis 1635, mais elle est massivement colonisée pour y développer la culture du café, puis de la vanille et enfin de la canne à sucre. Dans cette île essentiellement montagneuse, les grands domaines sont implantés sur la bande côtière. Mais le paysage littoral de la Réunion, d'abord exclusivement agricole, s'est peu à peu urbanisé. À La Réunion, on a un peu l'impression que les habitants tournent le dos à la mer. On voit assez peu de navires sur l'eau, les ports sont peu nombreux et surtout, le littoral semble quasiment exclusivement dédié à la culture de la canne à sucre. C'est évidemment l'héritage de l'histoire un peu particulière de l'île et cet héritage est en pleine mutation aujourd'hui. La population réunionnaise augmente rapidement et la ville semble progressivement grignoter ce paysage agricole de bord de mer. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la Réunion appartient à la Compagnie des Indes qui divise les zones agricoles en concessions de plusieurs centaines d'hectares. Aujourd'hui, certaines d'entre elles ont été morcelées et vendues aux promoteurs. Le domaine du Grand Asier a été créé en 1674 par un Lyonnais qui fut l'un des premiers colons de l'île. Joseph Chassagne en est aujourd'hui le propriétaire. En 1903, son grand-père a acheté le domaine et poursuivi la culture de la canne à sucre. Alors initialement, on disait que les concessions étaient données du battant des lames au sommet des montagnes. On prend de la mer à la première crête de colline. La seconde concession va aller du premier sommet au second sommet. Voilà. Et sur les côtés, c'est délimité par... D'une ravine à une autre, parce que l'île est inoccupée, l'île est vierge. Le domaine est délimité par les ravines naturelles. Voilà, les ravines, les cours d'eau, les accidents géologiques, quoi. Et sur ce domaine qui fait quoi, 600 hectares, c'est ça? Le premier, oui, propriétaire, 600 hectares. Quoi. Et là, on est à quelle époque? On est en 1674. C'est assez ancien. La Compagnie des Indes veut que la Réunion soit prospère, et puis veut rentrer dans ses fonds, donc elle va imposer la culture du café. Et ça va durer jusqu'à quand? Pratiquement 100 ans. Et puis après, le café va diminuer au fur et à mesure et la canne à sucre prendre la place du café, quoi. Et qu'est-ce qui motive cette transition? La canne à sucre, elle sera imposée aussi, on va dire, par... là, c'est plus la Compagnie des Indes qui gère, mais c'est le fait que la France perd des îles à sucre suite à la défaite contre l'Angleterre. Donc, on demande à la Réunion de compenser, de planter de la canne à sucre. Et là, à partir de là, tout le littoral de la Réunion est dédié à la culture de... Jusqu'à maintenant, la canne à sucre. En 100 ans, la surface cultivée dédiée à la canne à sucre a été divisée par 2. Aujourd'hui, elle couvre encore 25 000 hectares sur le littoral. En 1903, donc ma grand-mère, mes oncles et tantes, mes grands-parents vont avoir 7 enfants et le 5e va être mon père. Et ça, c'est à quelle époque? Alors c'est toujours à la même époque, une vue de l'allée. En 1920, mon grand-père peut acheter une autre partie du domaine et faire sa belle entrée. Et la maison elle-même, elle date de La quelle maison époque? est de 1913. Mon grand-père va reconstruire à la place de l'ancienne maison. Et l'architecture des maisons ici, elles sont particulières sur la Réunion? Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des cyclones, mais il y a aussi le fait que les charpentiers menuisiers, venaient des bateaux, donc charpentiers de marine, menuisiers et tout. Et pour un bateau, il faut qu'il tienne à la tempête.
Bon, pour les maisons qu'ils vont construire, il faut que ça tienne au cyclone, donc ce sera la même manière d'assembler les poutres, les bois et tout, quoi. C'est-à-dire que les maisons sont charpentées comme des navires. Comme des navires, voilà. Donc ici, le salon. Voilà. On reçoit habituellement sous la varangue, mais pour les occasions exceptionnelles, on va passer au salon. La varangue, c'est la terrasse. La varangue, c'est la terrasse qui est très accueillante, tout. Bon, pour la famille, les amis et tout, mais le salon, c'est plus solennel pour les occasions la réception. exceptionnelles, pour le curé, le maire ou une demande en mariage. Parce qu'ici, vous avez le canapé des fiancés, 2 places, ou canapé de confidents. Pour se faire des confidences, c'est pratique s'asseoir un à côté de l'autre, quoi. Ce mobilier, il est de la Compagnie des Indes. C'est le style, le nom du style, là. Le nom du style, oui. Donc ça, c'est des meubles qui ont été construits à quelle époque? En gros, la Compagnie des Indes, de 1640 à 1740, et le style jusqu'en 1848. 1848, c'est l'abolition de l'esclavage. Et donc 90% des ouvriers ébénistes étaient des esclaves. Comme ils ont eu la liberté, ils avaient cette formation, ils ont préféré se mettre à leur compte. Et l'esclavage, en fait, il est présent à La Réunion depuis le début? Non, au tout début, il n'y avait pas cette notion d'esclave mise en place. Après, l'esclavage vient du fait qu'on demande à produire justement du café. Et alors là, il faut des bras, il faut de la main-d'œuvre. Et on va copier sur les pays environnants. Quand on se promène sur le littoral à La Réunion, on voit un espèce de mélange surprenant entre les habitations et les champs de canne à sucre, comme s'il y avait une compétition entre les deux. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est le cas. Mais bon, chacun veut quand même avoir sa maison, donc il faut empiéter sur les parties cultivées. Et d'autre part, il y a quand même des plans d'occupation des sols où on protège les terrains agricoles. Donc il y a compétition entre les deux. Et la culture de la canne à sucre à La Réunion, c'est quelque chose qui est toujours d'actualité? Est-ce que ça a une chance de perdurer ici? On est face à la concurrence, mais on est sauvé par le fait qu'il y a d'autres débouchés. Les fibres de la canne à sucre seront utilisées comme combustible dans les centrales thermiques pour produire de l'énergie électrique. Le jus de canne, au lieu de faire uniquement du sucre et de l'alcool ou du rhum, sera utilisé pour faire de l'éthanol. Voilà, c'est les débouchés nouveaux de la canne à sucre. Donc la canne à sucre, c'est un peu la plante majoritaire du paysage agricole Voilà. de La Réunion, Voilà. Et ça devrait continuer ça comme ça. Ça a encore de l'espoir, quoi, hein. Joseph Chassagne demeure optimiste quant à l'avenir de la canne à sucre à La Réunion. Pourtant, la vanille, une autre plante emblématique de l'île, a pratiquement disparu. Pour tenter de la relancer, l'ancienne étable du domaine a été transformée en vanilleraie afin d'y développer des variétés sélectionnées. Car aujourd'hui, la qualité a remplacé la quantité. À la fin du 19e siècle, La Réunion exportait 200 tonnes de vanille par an, contre 2 tonnes aujourd'hui. Le coût de la main-d'œuvre et le développement de la canne à sucre sont les principales raisons de ce recul. Mais la production de vanille a aussi parfois pâti des coulées de lave. La dernière éruption du piton de la Fournaise en 2007 a ravagé la forêt littorale où poussait la vanille. Régulièrement, les coulées de lave se répandent jusqu'à l'océan, dessinant de nouveaux paysages. Au lieu-dit Le Grand Brûlé, au sud-est de l'île, Patrick Pégou, agent de l'Office national des forêts, est arrivé parmi les premiers sur la coulée le jour de l'éruption. Tout ce qu'on voit là, ça correspond à la coulée de lave de 2007. Ça. Là, on est sur la coulée de 2007. C'est une coulée exceptionnelle en volume et puis exceptionnelle aussi en intensité.
Donc elle fait près d'1 kilomètre de large. Et elle fait quelle profondeur? Alors là, on est à plus de 60 mètres de hauteur par rapport à l'ancienne route, donc d'avant 2007. On a 60 mètres de lave sous les pieds là. Là, on a 60 mètres de lave sous nos pieds. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un ravin, il y avait une ravine. Voilà, la route faisait plusieurs lacets. On avait une petite ravine, la ravine Criès, avec un pont. Tout ça, ça a été complètement comblé. Donc la coulée a pris la ravine, l'a littéralement comblée. Et elle a failli, on voit bien qu'elle n'était pas très loin de sortir de ce rempart pour peut-être menacer donc, les habitations qui sont juste au-dessus. Et elle n'a pas encore fini de se refroidir apparemment. Non, parce que la lave donc, isole vraiment les coulées qui sont plus basses. Donc la chaleur est bien isolée par cette croûte et donc ça reste très chaud très longtemps. Donc là, juste sous nos pieds, on voit, hein, on le sent, nous, que ça chauffe bouffées de encore. chaleur qui passent. Donc on peut avoir encore des températures de 200-300 degrés à quelques dizaines de mètres sous nos pieds. Donc il y avait aussi une belle forêt avec des arbres qui faisaient 25 mètres de haut, 1 mètre de diamètre. Il y avait des cultures de vanille, donc les gens venaient et donc exploitaient la vanille dans ces forêts-là. Et tout ça, ça a été... Ça change l'ambiance. Ouais. Ah, ça change l'ambiance. Mais bon, c'est le jeu en fait de construction d'un massif volcanique et donc de colonisation par les plantes et de destruction. Et sous le sol, sous la lave, est-ce qu'on a des trous, des cavités, des choses comme ça? Oui. Parce On que a je vois que c'est tout fragmenté. Là, par exemple, face à nous, on en a un petit. Alors, ces tunnels de lave, en fait, on est en cœur de coulée. Ce qu'il faut savoir, c'est que la lave en surface va se figer, elle va se refroidir. Et donc, il va se former une petite croûte durcie qui va isoler le cœur de la coulée, qui va rester très très chaude. Par gravité, eh bien, ces tunnels vont se vider lorsque l'éruption va s'arrêter. La lave très chaude, isolée, va s'écouler en mer et va laisser ces tunnels de lave. On en a vu un tout petit, celui-là, il est déjà d'une taille un peu plus impressionnante. Ça, c'est une coulée de lave qui a creusé sous la croûte? Oui, alors là, on a tout à fait une coulée de lave, un tunnel de lave. La voûte s'est effondrée et met à jour, en fait, le tunnel. Mais ça veut dire que là, sous nos pieds, il y a tout un réseau de galeries. Alors là, il y a plusieurs niveaux de galeries sur près de 60 mètres de haut. On peut le parcourir sur quelques dizaines de mètres. Et il y a d'autres tunnels qui sont beaucoup trop chauds. Ça ramifie, il y en a qui sont vraiment encore trop chauds. De plusieurs centaines de degrés, on ne peut toujours pas les visiter. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau paysage qui a été construit dans la pierre, quoi. Il y a tout un réseau. C'est vraiment exceptionnel, avec des stalactites de lave, des stalagmites de lave. C'est vraiment très très beau. Et de ci, de là, on voit qu'aujourd'hui, en fait, la végétation commence déjà à reprendre. Ça fait jamais que 6 ans, 7 ans? Oui, c'est très très rapide. Parce qu'on passe du minéral, de la roche, au végétal en quelques années. En premier stade, donc, les mousses, les lichens. Ouais. Ensuite viendraient les fougères. On en a d'ailleurs, hein, on en a dans toutes les infractuosités. Ouais. Et ensuite, ces mousses, lichens et fougères commencent à préparer un semblant de sol en apportant un peu de matière organique. Et donc viennent les premiers ligneux, les premiers arbres. Là où l'eau amène un peu de matière organique, des nutriments, un peu de sable, eh bien tout de suite eh bien, les plantes colonisent ce milieu. C'est-à-dire qu'en moins de 30 ans, c'est cicatrisé, forêt, tout, et comme si de rien, quoi. Comme si de rien n'était. Et la vie continue, et c'est un nouveau cycle. Les coulées de lave et les vagues de l'océan Indien ont sculpté le littoral. De leur rencontre naît un étrange phénomène. On appelle ces jets d'eau salée les souffleurs.
Thierry Simon est professeur de géographie à l'université de Saint-Denis. Spécialiste du littoral, il m'en explique l'origine. C'est de l'air qui se trouve dans une cavité et qui est mis sous pression par l'arrivée de la houle, qui comprime l'air et qui pulvérise donc à partir du moment où il y a une possibilité d'ouverture vers le haut, qui pulvérise une sorte de geyser. Ce phénomène, il est lié à la nature volcanique du sol, ça n'a rien à voir. C'est à la fois lié à la nature volcanique du sol, puisque dans la lave, dans le basalte, souvent il y a des tunnels de lave, il y a des zones fragilisées, c'est pas homogène, c'est beaucoup moins homogène le basalte et les formations volcaniques qu'une roche comme le granit, une côte rocheuse qui est plus solide. Et donc il y a des zones de faiblesse qui sont exploitées par la mer de manière extraordinaire. Et en fonction des saisons, on va trouver des souffleurs qui apparaissent à des endroits différents? Absolument, puisque disons qu'il y a deux grandes saisons. Il y a une saison où la mer est relativement calme pendant l'été austral, qui est en train de se terminer. Et il y a une saison où la mer est houleuse pendant l'hiver austral, c'est-à-dire en gros de juin à octobre, et surtout en juillet et août, où on a des houles extrêmement impressionnantes et donc qui vont former des souffleurs à des endroits qui en été ne sont pas actifs. C'est-à-dire que là, sous nos pieds, il peut y avoir un souffleur qui s'exprime pendant l'hiver. Tout à fait. Ouais. Donc il faut être très vigilant. C'est une côte qui est relativement dangereuse. Les gens ont été emportés par la houle, donc c'est une côte hostile. Non loin de là, sur la côte ouest, le littoral prend un tout autre aspect. Et ce sable blanc, alors, ça correspond à la partie corallienne du littoral? Alors, on est sur une plage de sable blanc constituée de débris coralliens qui constituent les plages de la zone balnéaire, en fait. Mais en réalité, le corail qu'on voit sur cette plage, il vient de la barrière qui est plus loin, sur laquelle on voit la houle déferler. Cette houle emporte les parties de corail qui sont mortes et les accumule sous forme d'une plage. Et c'est ça qui donne les plages de sable blanc qui vont attirer les gens, les touristes en général. Absolument, ouais. Qui va être représentatif de la plage tropicale. Tout à fait. Et sur l'île, les zones d'habitation, elles sont restreintes à la partie littorale? À l'échelle de l'île tout entière, 80% de la population se situe entre le niveau de la mer et 300-400 mètres. Et tout particulièrement dans la zone balnéaire, il y a une très forte densité de construction. Le foncier est très recherché, d'ailleurs très cher. Et on a réellement une concentration de l'habitat à proximité immédiate du linéaire côtier, quoi. Et de construction liée à l'activité touristique aussi. Moi, je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de ports ou d'activités de pêche. On est quand même sur une île. Ouais. On ne s'intéresse pas à la mer ici? Alors, c'est pas que la Réunion tourne le dos à la mer, mais depuis que les Mascareignes, l'archipel des Mascareignes a été occupé, c'est-à-dire les Mascareignes, la Réunion, Maurice, Rodrigue, disons que les aspects maritimes de l'économie maritime ont été privilégiés dès le départ à Maurice, tandis que la Réunion, avec ses difficultés d'accès par la voie maritime, est plutôt restée agricole, moins maritime. Pour découvrir les anciens paysages de la Réunion, une visite au musée Léon Diers de Saint-Denis s'impose. Le conservateur Bernard Leveneur me montre la seule représentation de l'île au XVIIIe siècle, celle de Saint-Denis par le peintre Numa Desjardins.
Donc ça, c'est un peu la représentation que l'on va avoir de la Réunion en Europe. C'est l'image qui est présentée. Ouais. C'est la représentation que tous les voyageurs, au XVIIIe, au XIXe et jusqu'au tout début du XXe siècle, jusqu'en 1908, ont de Saint-Denis. C'est la première impression sur l'île. C'est-à-dire qu'on arrivait par bateau, Saint-Denis était le port de la colonie, le principal port de la colonie. Les bâtiments, on en voit trois, au moins trois principaux, ça correspond à quoi? Alors, ce bâtiment-là, c'est la caserne d'infanterie de marine. Donc, c'est aujourd'hui un bâtiment qui s'appelle la caserne Lambert. Le bâtiment qui est là, en blanc, avec 3 étages, c'est l'hôpital militaire. Et enfin, les 3 petits bouts de toiture de l'hôtel du gouverneur. Tout ça, c'est à proximité du front de mer, parce que tous ces édifices publics, il faut les faire voir, il faut les montrer. C'est la puissance coloniale. Et en les montrant, on affirme la puissance coloniale française, qui est le dernier bastion français dans cet océan Indien devenu anglais. La ville elle-même, on ne la voit pas. On l'aperçoit peut-être sur les pentes qui sont là, des plantations, des propriétés agricoles, ce qui aujourd'hui ont complètement disparu. Quand vous arrivez sur Saint-Denis par avion, tout ça, c'est recouvert de maisons. Mais on le sait par d'autres documents, on le sait par l'histoire, qu'il y a eu effectivement une zone agricole juste au-dessus de la ville de Saint-Denis au XIXe siècle. Depuis, à Saint-Denis, comme sur une grande partie du littoral, les zones urbaines se sont considérablement développées. Elles continuent de gagner sur les terres agricoles. Les ancêtres de Patrick Rivière sont arrivés à La Réunion dans les années 1660. Architecte spécialisé dans la construction en zone tropicale, depuis son enfance, il a vu les paysages traditionnels de l'île se transformer. Moi, j'étais à l'école à Saint-Denis quand j'étais au collège et j'habitais dans l'Est. Donc tous les matins et tous les soirs, je faisais la route. Et tout ça, c'était des champs de canne, il n'y avait rien. C'était la campagne encore. Donc j'ai vu les premiers immeubles de la cité Debré, du Chaudron, qui ont monté. Et je me souviens de ce choc. Le choc entre la petite maison dans son jardin, dans sa prairie, dans ses arbres, avec ses cages à lapins qui se sont mises à pousser verticalement, trop vite, sans structure urbaine, sans organisation, pas de schéma de transport, pas de réseau, C'est les premiers immeubles de reconstruction des bidonvilles de la ceinture de Saint-Denis. Ces bidonvilles, il y avait eu quelques traumatismes cycloniques, il y a eu 1948, 1962, génie, qui ont laissé quand même des marques assez fortes dans la population. Donc il y a eu cette course au béton pour se protéger. Hein, la dalle béton, le cube en béton, c'est solide, c'est résistant, sécurisant. Et aujourd'hui, on est dans une espèce d'impasse urbanistique, c'est-à-dire qu'on n'est pas sorti de cette organisation, on n'a pas trouvé la solution pour redistribuer un peu le territoire. Le relief est déterminant. En bas, c'est relativement plat, c'est mécanisable. Donc, culture, les grandes exploitations, etc. Mais c'est aussi le port, l'aéroport, les routes, les usines, etc., etc. Après, vous avez les pentes moyennes, comme ici, là, on est en plein dedans, où là, ça commence à être un peu dur de s'implanter. Regardez les maisons avec les pilotis, etc. Pour des constructions, c'est pas gênant, il suffit de faire des fondations. Par contre, pour les cultures, on sent bien qu'on peut pas passer avec la moissonneuse-batteuse. Là, c'est plus possible. Donc là, c'est les petites cultures. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est d'organiser, de rationaliser le rez-de-chaussée et le premier étage. Voilà. Et le premier étage, c'est surtout de le distribuer. Comment le vitaliser? Et il y a très peu de routes. Donc pour passer d'un endroit à l'autre, c'est une galère. Donc ça, si on n'arrive pas à résoudre ça, pour y faire passer l'électricité, y faire passer les camions de ramassage scolaire, la poste, tout le monde, on n'y arrivera pas, quoi. On va être coincé. On a une surpopulation qui est en cours, qui ne va pas s'arrêter tout de suite. C'est quoi la solution? On ne sait pas comment l'inventer parce qu'on n'a pas de schéma de référence. Vous n'avez pas en métropole de région avec cette disposition, ce relief, pour pouvoir calquer. Donc il faut aller où? Il faut aller en Indonésie, ou des endroits comme ça, mais qui sont dans le même état que nous. Donc on n'a rien à apprendre d'eux. Vous voyez ce que je veux dire? On a des choses à inventer. C'est pour ça que quelquefois on dit la réunion laboratoire, oui, on peut avoir des choses à inventer. Mais il faut les faire vite, et il faut les inventer vite.